C'était un vieux hôtel, celui-là, avec des chambres très petites. Mais moi, j'ai voulu conserver les corridors parce qu'ils me servaient pour les livres. C'est mieux avoir des chambres petites, mais des grands couloirs. 30 000. Ici, dans son appartement de Milan, en Italie, Umberto Eco conserve près de 30 000 livres. Ça sont les livres anciens, si vous voulez, une vue d'ensemble. Avec, dans cette pièce, préservé des variations de température, les plus anciens et sans doute les plus précieux. Dans ma collection de livres anciens, j'ai évidemment la première édition de l'Ulysse de Joyce, parce que Joyce a été un auteur qui a profondément influencé. Hein. J'ai la première édition de À rebours de Huysmans, parce qu'entre 17 et 18 ans, ce livre m'avait fasciné énormément. Ben, un livre de ma jeunesse était le Cyrano de Bergerac. Voilà aussi la première édition. J'avais lu à 12 ans, elle m'avait troublé beaucoup. Ici, en Italie, on l'appelle Il Professore. Hommage à un esprit érudit, professeur à l'université, auteur de nombreux essais qui ont fait date, notamment dans sa discipline de prédilection, la sémiotique. À 48 ans, au début des années 80, Umberto Eco publie son premier roman, Le nom de la rose. Succès mondial vendu à 30 millions d'exemplaires. Depuis, il a publié 6 romans. Et c'est ici, dans cette pièce, qu'il fait à chaque fois ses longues recherches. Le grand plaisir, c'est la préparation de l'écriture. C'est pour ça que tous les autres romans ont pris 6 ans et les pendules 8 ans. Ça, c'est le moment de la recherche, de la découverte, du plaisir secret. Presque onaniste, personne ne sait qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Après, l'écriture finale, d'habitude, je l'ai fait à la campagne parce que je me sens plus à mon aise, plus de silence. On peut travailler la nuit avec seulement des chiens qui aboient dans la vallée. Et voilà. Umberto Eco publie son 7e roman, numéro 0. Court, contemporain, il se déroule à Milan, au début des années 90, dans une atmosphère secrète, propice aux théories du complot. Il s'ouvre sur une farce. Des journalistes ratés rejoignent la rédaction d'un quotidien destiné à faire du chantage auprès de politiques. Dans tous mes livres, j'ai toujours essayé d'adapter le style, le langage au sujet et à l'époque. Donc, Le nom de la rose était écrit avec le style du chroniqueur médiéval, très plat. L'île du jour de vent, au contraire, en étant la période baroque, j'avais travaillé comme un fou pour n'employer que de mots qui existaient à l'époque. Et donc, pourquoi le numéro 0 est très rapide? Parce que c'est le style journaliste. Tac, 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 tac. En effet, j'ai dit que tous mes romans précédents, c'était comme des symphonies de Mahler, et celui-là, c'était une pièce de Charlie Parker. Je suis parti d'une idée qui m'obsédait depuis des décennies, c'est-à-dire les journaux. J'avais écrit beaucoup d'essais sur, disons, les vices et les vertus de la presse. Et un autre élément qui a toujours habité mes romans est le problème du complot. Donc, en parlant du mauvais journalisme, je ne pouvais pas éviter de parler du journalisme du complot. Parce qu'il y en a. Ce sont ceux qui continuent à faire des articles sur le fait que les Américains ne sont pas allés sur la Lune ou que les Twin Towers ont été fait écrouler par les Juifs. Des histoires comme ça. Le personnage clé du roman de Umberto Eco est un journaliste qui suit des pistes rocambolesques, mais qui finit par mettre à jour des complots bien réels. Notamment l'existence de Gladio, une armée secrète soupçonnée d'avoir alimenté la violence dans l'Italie des années de plomb. En jouant sur le vrai et le faux, Umberto Eco récapitule ainsi les incroyables révélations qui ont ponctué l'histoire italienne récente. Toutes ces choses, on ne les a pas appris d'un jour à l'autre tout entière. Il y avait comme une
si on nous faisait de petites piqûres chaque jour. Donc il n'y a jamais eu le scandale éclatant. Mais une espèce de distribution, je crois, raisonnée des nouvelles telles qu'il ne pouvait pas troubler trop l'opinion publique. Pour un philosophe, c'est fondamental la question de la vérité. Mais puisqu'il est très difficile d'établir si quelque chose est vrai, mais il est plus facile d'établir si quelque chose est faux. Et alors le faux, c'est une façon de s'approcher à la vérité. La découverte de faux.